Aujourd'hui, je vais vous présenter, l'internet des objets ou IoT, et l'utilisation d'Azure justement pour faire des projets IoT. Donc cette session s'adresse à toutes les personnes qui souhaiteraient lancer ou contribuer à des projets IoT. Donc il y aura la partie, techno, mais il y aura aussi une partie usage et une partie théorique. Je vais juste me présenter rapidement. Donc, moi c'est Samir Ariski, je suis responsable technique, chez Medsys Sud-Ouest. Je suis également, Microsoft Regional Director et MVP sur la partie Azure. Et bien évidemment, vous pouvez me suivre sur Twitter. Donc, ce que j'ai préparé pour cette session, c'est une petite partie théorique, vraiment pour définir ce que c'est l'IoT et expliquer la chaîne de valeur de l'IoT. Puis, on abordera ensemble les étapes de mise en place d'une solution IoT. Par la suite, il y aura une partie démo avec une étude de cas des cas d'usage plutôt dans l'agriculture. Je ferai à la suite un focus sur la partie sécurité pour finir avec les facteurs clés de succès d'un projet IoT. Donc, pour démarrer, on va définir ensemble l'IoT. Donc, déjà, l'IoT, c'est l'acronyme d'Internet of Things, ou en français, Internet des objets ou objets connectés. Donc, ça va représenter tous les objets communicants capables de transmettre des données pour créer des services pour des utilisateurs ou des entreprises. L'IoT transforme la façon dont les gens vivent et travaillent. Donc, révolutionne également la façon de fonctionnement des entreprises. Donc, ça permet aux entreprises d'être plus efficaces, plus sûres. Quelques exemples d'usage dans le grand public, mais également pour les entreprises. Donc, pour le grand public, bien évidemment, on va retrouver tout ce qui va être autour des montres connectées, des bracelets connectés, donc également autour de la santé, comme le maintien à domicile des personnes âgées. On va avoir des exemples très connus autour de la domotique ou la smart home. Donc, ça va être tout ce qui va être automatisation de certaines actions à la maison, comme l'allumage des lampes, l'ouverture, fermeture des volets roulants. On peut également avoir dans la smart home tout ce qui va être surveillance à distance via des caméras, l'économie d'énergie avec l'utilisation de prises connectées. On peut avoir aussi des cas d'usage dans les transports, bien évidemment avec les véhicules connectés, mais également la gestion du stationnement, des suivis des transports en commun, et également des cas dans les loisirs. De la même manière, pour les entreprises, donc en B2B, on va avoir énormément de cas d'usage. On va avoir des cas d'usage dans le bâtiment connecté. Donc, ça peut être des compteurs intelligents, des compteurs d'eau, d'électricité intelligents. Mais les cas d'usage peuvent être aussi à l'échelle d'une ville. Donc, par exemple, pour réduire la pollution en mesurant la qualité de l'air, mais également améliorer la mobilité et l'administration, par exemple. On peut avoir aussi des cas d'usage vraiment autour de l'industrie, donc comme la Smart Factory, où on va vraiment réfléchir à l'usine du futur. Et cette usine-là du futur sera basée vraiment sur des nouveaux modèles de fonctionnement avec beaucoup d'automatisation. On aura également des cas d'usage dans le smart tracking ou dans la chaîne logistique. Comme exemple, on pourrait prendre la géolocalisation des conteneurs qui permet d'avoir de la logistique plus performante. Donc, on a vu quelques cas d'usage. Maintenant, on va essayer de comprendre vraiment la chaîne de valeur. La chaîne de valeur au sens quelles sont les composantes d'une solution IoT. Bien évidemment, il y aura les produits ou les objets, ou ce qu'on appelle aussi les devices. Donc, ça va être tous les équipements qui vont être sur le terrain, qu'on va installer. Et ces objets auront la particularité de transmettre de la donnée. Et transmettre de la donnée, ça peut être des mesures d'énergie, de température, d'humidité, également de présence. Mais la particularité de ces équipements, c'est que certains peuvent aussi recevoir des ordres où on peut les actionner. Donc, par exemple, pour faire du pilotage de vannes ou pilotage de portes ou de fenêtres. Assez souvent, ces équipements vont posséder ce qu'on appelle un logiciel embarqué,
qui peut avoir de l'intelligence à l'intérieur, ce qui permet de traiter ces informations avant de les transmettre à, à une plateforme ou avant de les transmettre pour traitement. La deuxième brique de la chaîne de valeur, ça va être les réseaux de communication. Donc historiquement, on avait les réseaux de communication GSM, mais il y a également des réseaux de communication spécifiques à l'IoT. Le rôle des réseaux, bien évidemment, ça va être de transporter la donnée des objets vers la plateforme cloud. Ce qui nous amène à la troisième brique de la chaîne de valeur, qui est la plateforme cloud, qui aura pour rôle de récupérer les données, de les analyser, de les stocker, mais également de les restituer en service à des utilisateurs. Et justement, la restitution se fait via des applications. Donc, ça peut être des applications web, mobile, des tableaux de bord. Exemple dans la Smart Home, ça va être l'application mobile que l'utilisateur va avoir pour piloter les différents objets à la maison. La particularité aussi de l'IoT, c'est qu'on a énormément d'acteurs qui interviennent. Donc des acteurs qui vont fabriquer les objets, donc ça va être les fabricants d'objets, qui vont vraiment produire le hardware, les modules, les capteurs. On va avoir aussi des spécialistes des systèmes embarqués, donc ça va être ceux qui vont développer les logiciels embarqués. On va avoir les opérateurs de réseaux télécoms ou les réseaux de communication IoT. On va avoir les éditeurs de plateformes cloud comme Microsoft Azure et également des intégrateurs et des prestataires de services qui vont développer les applications pour les utilisateurs ou pour les entreprises. Juste pour comprendre ce domaine, c'est que ce domaine de l'IoT a un certain nombre de drivers, un certain nombre de facteurs favorables qui favorisent les projets. Bien évidemment, un des facteurs favorables, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'adoption massive des objets connectés par le grand public, donc via la Smart Hub, les montres connectées, les bracelets connectés. Ce qui drive également, c'est vraiment cette possibilité de créer des nouveaux services utiles au grand public, mais également pour les entreprises. Et d'ailleurs, pour les entreprises, ça va être vraiment les opportunités d'optimisation des process, mais également être en capacité de réduire les coûts. Un autre facteur favorable à ce domaine, c'est vraiment la disponibilité des technologies. Et les technologies dans ce domaine deviennent de plus en plus matures. Un autre levier, c'est la réduction des coûts d'industrialisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est plus facile de produire une solution IoT à moindre coût. Toutefois, il y a un certain nombre de challenges, un certain nombre de défis, entre autres la complexité technique. Puisqu'on a énormément de technologies, c'est vrai qu'au début, c'est très compliqué à concevoir et à développer une solution IoT. La manque de maturité sur certains usages. Sur les projets IoT aussi, sur certains usages aussi, c'est que c'est difficile à démontrer le ROI au début. Le ROI, ça veut dire le retour sur investissement. On a aussi un autre frein, c'est le manque de connaissances et de compétences, donc d'où la nécessité de former le maximum de personnes sur ce domaine. Un autre frein, c'est l'interopérabilité entre les différentes plateformes. C'est que sur certaines industries, ce qui se passe, c'est que des industriels développent leur plateforme IoT pour répondre à certaines problématiques, mais la plateforme reste fermée et ça ne permet pas un partage de connaissances avec d'autres acteurs. Et ça, c'est un frein pour le domaine de l'IoT. Le dernier défi, bien évidemment, c'est la sécurité, qui est vraiment un enjeu majeur dans les projets IoT. Donc, pour la suite, ce que je vais vous proposer, c'est les étapes de mise en place, justement, pour répondre à ces défis. Donc, les étapes de mise en place vont suivre la chaîne de valeur. Donc, forcément, il faut mettre en place les produits sur le terrain, choisir les réseaux de communication, mettre en place une plateforme cloud, puis proposer des applications et des services aux utilisateurs et au grand public. Pardon, aux utilisateurs ou aux entreprises. Démarrons avec les objets. Donc, pour les objets, vous avez deux possibilités.
Soit vous voulez développer un produit sur mesure, et là, ça demande beaucoup de connaissances spécifiques, type la mécanique du produit que vous voulez développer, le design de produit, l'électronique, les systèmes embarqués, le logiciel embarqué, l'énergie, comment la batterie va fonctionner. D'ailleurs, le temps moyen pour développer un produit sur mesure est plutôt autour des 18 mois. Si vous n'avez pas toutes ces connaissances, l'autre approche qui est proposée justement par Microsoft, c'est de choisir un produit sur étagère, et Microsoft va, certifier un certain nombre de produits partenaires, hem et vous aurez l'opportunité de choisir le produit qui va correspondre à votre cas d'usage. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce catalogue pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc, vous allez retrouver un certain nombre de produits, mais surtout aussi un filtre à gauche ici. Et vous pouvez filtrer selon différents critères, par exemple les fabricants de puces. Donc, vous allez retrouver des fabricants connus, type Intel, Broadcom, STM Microelectronics, Texas Instruments, etc. Euh, pour cette démo, je vais choisir par exemple Espressif, et là, je vais voir un certain nombre de produits sur étagère. Je peux choisir la connectivité, puisqu'il y a un lien fort entre le produit et les réseaux de communication. Là, je vais choisir du Bluetooth. Et là, vous avez une sélection de produits que vous pouvez choisir pour votre projet IoT. Et chaque produit, sur chaque produit, vous allez retrouver des détails, par exemple le système d'exploitation, le langage de développement pour le développement du logiciel embarqué, mais également les types de connectivité. Donc, par exemple, sur ce kit, vous allez avoir du Bluetooth, du LAN, du Wi-Fi, mais également le protocole cloud pour la communication avec le cloud, et des détails vraiment sur le hardware, donc la RAM, la mémoire flash, etc. Bien évidemment, vous pouvez aussi retrouver des produits avec des protocoles industriels. Donc, pour cela, vous pouvez soit filtrer par secteur d'activité, soit par protocole industriel. Donc là, vous pouvez retrouver des produits aussi pour le domaine industriel. Ce que propose également Microsoft, c'est un kit de développement. Donc, c'est vraiment utile sur la phase de prototypage. Donc, c'est Amix Chip. Donc, c'est une carte avec un certain nombre de capteurs, et vous aurez un certain nombre de démos qui vous permettraient de vraiment comprendre comment connecter un produit au cloud. Si vous utilisez d'autres kits de développement type Raspberry Pi ou Arduino, bien évidemment, vous pouvez les utiliser et les connecter par la suite, les utiliser pour concevoir votre solution cloud, pardon, votre solution IoT. Donc, une fois que vous avez choisi votre produit, euh, l'autre, on va dire la prochaine étape, c'est vraiment choisir le réseau de communication. Dans l'IoT, il y a énormément de réseaux de communication, mais globalement, c'est vraiment le cas d'usage qui va vous permettre de choisir le bon réseau pour votre solution. Un exemple, si vous êtes dans la smart home, vous avez besoin d'une courte portée, donc, et là, des protocoles comme Bluetooth Low Energy, donc BLE ou Zigbee, peuvent répondre justement répondre à ce cas d'usage. D'ailleurs, Zigbee, c'est ce qui est utilisé sur les produits Philips Hue, par exemple les ampoules Philips Hue, puisqu'on est vraiment sur le domaine de la smart home. Si toutefois vous avez un cas d'usage qui est plutôt à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'une ville et même d'un continent, type Smart City, là vous avez besoin du coup d'une longue portée. Et là, vous pouvez plutôt vous orienter vers des protocoles ou des réseaux de communication, soit LTE-M, NB-IoT qui viennent du monde de GSM, ou des réseaux propriétaires comme LoRa ou Sigfox.
avoir choisi le réseau de communication IoT, la prochaine étape, c'est vraiment de mettre en place votre plateforme cloud pour l'IoT. Qu'est-ce qu'on attend du plateforme cloud pour l'IoT? C'est déjà la gestion des objets, ou ce qu'on appelle device management. Ça va être toute la partie gestion du cycle de vie du produit. Donc vraiment comment rajouter le produit, comment le mettre à jour, comment l'enlever s'il y a un souci. Et aussi avoir un état du produit qui est sur le terrain. Ça veut dire savoir s'il est on, off et avoir un état en temps réel du produit. Une plateforme cloud va vous permettre aussi de collecter les données, donc récupérer vraiment les données remontant des objets, mais également être capable d'envoyer des commandes s'il y a besoin au produit. Par exemple, une commande typique qu'on utilise, c'est une commande de diagnostic. Par exemple, je vais lancer une commande qui permet de savoir l'état de mon produit. Par la suite, une plateforme cloud pour l'IoT va aussi permettre de stocker, d'analyser et traiter de la donnée, d'alerter des utilisateurs s'il y a un souci, et également gérer cette notion-là d'utilisateur, les notions de sécurité, de groupe et de droit d'accès. Pour mettre en place une plateforme cloud IoT, Azure propose deux approches. Une approche PaaS, donc ça va être vraiment concevoir votre solution sur mesure, en vous appuyant sur les services PaaS d'Azure, comme IoT Hub et d'autres services. Ça demande un peu de développement spécifique pour justement mettre le lien entre les différents services PaaS. Et vous aurez une solution évolutive et flexible qui va répondre vraiment à votre cas d'usage. Et le modèle économique, ça sera vraiment selon la consommation des services Azure. L'autre approche, ça va être vraiment d'utiliser une solution, on va dire SaaS, qui s'appelle IoT Central, qui est plutôt une solution clé en main, et en fait, vous allez choisir une industrie, donc soit retail, soit smart city, soit healthcare, et vous allez avoir une solution qui est prête pour votre industrie. Vous aurez moins de choix technologiques à faire et moins de code. Et le modèle économique, c'est vraiment par abonnement, par device, par mois. Donc vous allez payer un abonnement par mois. Pour la dernière partie, la dernière étape pour mettre en place un projet IoT, c'est la partie vraiment application et services. Là, ça va être de mettre en place ou de proposer des applications aux utilisateurs ou aux entreprises en mettant en place les règles métiers, les actions spécifiques en fonction des données. Et là, beaucoup de technologies sont possibles aux côtés Microsoft. Donc, si c'est des applications mobiles, vous pouvez avoir une approche de développement spécifique avec Xamarin. Vous pouvez avoir une approche sans code avec Power Apps. Vous pouvez proposer une application web avec WebApp. Vous pouvez proposer un tableau de bord de suivi avec Power BI. Donc, beaucoup de possibilités sur cette partie. Donc, pour résumer un petit peu tout ça et la proposition d'Azure sur la chaîne de valeur IoT. Donc, on va retrouver tout à gauche toute la partie device. Donc, on va avoir donc, des SDK pour connecter les produits à la plateforme cloud. Donc là, c'est des SDK sur différents langages. Donc, ça peut être du C, du Python, du C#, et selon le système d'exploitation aussi de votre device. Azure propose également une notion d'IoT Edge. Ça veut dire pour certains produits qui ont capacité hardware en termes de RAM et de mémoire flash, on peut déployer des modules Edge qui permettent de traiter, traiter au niveau du produit, traiter de la donnée. On peut même avoir des modules d'intelligence artificielle qui permettent de prendre des décisions vraiment au niveau du produit. Cette technologie, donc Azure IoT Edge, s'appuie également sur Docker. Une autre approche sur la partie device, c'est Azure Sphere, qui est vraiment un microcontrôleur que Microsoft propose, qui implémente toutes les bonnes pratiques en termes de sécurité hardware. Donc, au milieu, c'est la partie plateforme. Donc là, sur une approche PaaS, ça va être plutôt le service central, ça va être IoT Hub, qui va permettre de faire toute la partie device management. Puis, autour d'IoT Hub, on peut utiliser un certain nombre de services Azure PaaS pour traiter de la donnée,
donc avec Azure Function par exemple, ça peut être aussi AKS. Pour stocker de la donnée, donc ça peut être Cosmos DB, Data Factory. Donc le catalogue est très riche sur cette partie-là, plateforme cloud. Et à droite, on va voir les applications. Donc là, pareil, on peut proposer des applications mobiles avec Xamarin ou avec une approche sans code avec Power Apps. On peut proposer des applications web avec Azure Web App ou des tableaux de bord Power BI. Juste le positionnement d'IoT central, c'est-à-dire si vous voulez pas faire une solution sur mesure, c'est la partie au milieu, c'est d'installer rapidement une plateforme cloud IoT selon votre industrie. Ça va vous permettre d'aller plus rapidement puisque vous allez utiliser une solution plutôt SaaS. Je vous propose maintenant d'aller sur une étude de cas, donc ça sera la partie un peu plus démonstration. J'ai choisi une démonstration sur le domaine de la smart agriculture. Pourquoi ce domaine-là en particulier? Déjà parce que ça me tient à cœur, puisqu'il y a une vraie problématique qui est que en 2050, la planète comptera près de 10 milliards d'êtres humains. Et pour garantir la santé alimentaire mondiale, selon les Nations Unies, il faut augmenter notre production agricole de 70%. Et c'est là où les technologies peuvent vraiment aider à répondre à ces problématiques. Aider également pour produire plus, mais également produire mieux et pour tous. Donc, pour répondre à cette problématique-là, Microsoft a travaillé également sur le sujet, ce sujet-là de Smart Agriculture, et propose également une solution qui s'appelle Azure FarmBeats, qui est vraiment dédiée à l'agriculture, qui permet d'agréger un ensemble de données agricoles, donc autant des données au sol, donc via des capteurs qu'on va installer sur les fermes, autant des données type images, donc des images satellites ou des images de drone. Le but, c'est de croiser l'ensemble de ces données-là pour générer de la connaissance pratique, également proposer un véritable tableau de bord pour piloter son exploitation et ainsi améliorer la production des différentes exploitations. Je vous propose une petite démo. Donc, pour démarrer, bien évidemment, il faut démarrer sur le portail Azure. Donc, c'est portail.azure.com. Pour installer, pour déployer Azure FarmBeats, il faut aller sur la marketplace et choisir Azure FarmBeats. Je précise que cette solution-là est en preview. C'est une nouvelle solution qui est proposée par Microsoft. Donc, il faut cliquer sur le bouton Create et ça va lancer un certain nombre de scripts qui vont ajouter les différents services Azure Pass pour l'IoT. Donc, il va y avoir IoT Hub, mais également d'autres services pour le stockage, pour le traitement. Et il va y avoir aussi un accélérateur. Donc, l'accélérateur, c'est quoi? C'est une plateforme, pardon, c'est un site web ou une application web plutôt back-office pour gérer sa ferme, pour configurer sa ferme. Hop, pardon, je vais juste... Hop, excusez-moi, hop, je me suis trompé sur le... Donc ça, c'est le portail web de FarmBeats. Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'intérieur? Tout d'abord, c'est de rajouter votre ferme. Donc là, c'est donner un nom à la ferme, mais également choisir un type de culture. Donc ça peut être du blé, du maïs, du riz ou autre. Mettre une adresse. Et ce qui va être important, c'est géolocaliser son exploitation. Pour cela, vous avez deux possibilités. Soit ajouter un JSON en GeoJSON qui permet de géolocaliser directement une ferme ou via une map ou géolocaliser une ferme via une map. Donc ça va être de positionner son exploitation et ça va générer automatiquement le GeoJSON. Une fois que cette étape réalisée,
Je vais juste rafraîchir la page. Hop, excusez-moi. Donc, pour chaque ferme, on peut voir les différentes parcelles, mais également on peut voir les produits ou les objets qu'on a déployés sur le terrain. Donc pour rajouter un objet, il faut aller sur l'onglet Device, et on va rajouter un objet et chaque objet va avoir un certain nombre de caractéristiques. Donc ça va être le modèle, le device ID, mais ça va être également l'intervalle de remontée de données et ça va être les différentes, métriques ou les différentes données que l'objet va remonter. Par exemple, sur celui-là, cet objet-là, cet objet va remonter, par exemple, la direction du vent, la vitesse du vent, l'humidité du sol, la température du sol, l'humidité ambiante, la température ambiante. Donc ça, c'est des données au sol. Ce qui va être intéressant avec FarmBeat, c'est que on peut croiser aussi avec des données, des images satellites, pardon. Donc pour générer une image satellite, Microsoft a fait un partenariat avec Sentinel, qui est un satellite européen, et on peut récupérer plusieurs types d'images. Des images avec des indices, donc typiquement des indices soit de végétation, soit des indices de densité d'eau. Le deuxième, ça va être une image satellite avec on va dire l'humidité du sol. Et la troisième type de map ou d'image, ça va être vraiment un croisement avec les données du sol et avoir des images qui vont permettre de recommander des emplacements pour les produits. Pour ma part, je vais vous présenter le premier type de map. Sur celui-là, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir la densité végétale d'une parcelle de ferme. Donc pour cela, je vais choisir la parcelle et je vais choisir aussi une plage de date pour récupérer un ensemble d'images. Donc ça va lancer une action qui peut prendre, ou un job qui va prendre un peu de temps. Une fois que le job est fini, je peux filtrer donc sur le type d'image que je recherche, la date et la ferme. Et là, par exemple, je peux voir une image satellite qui représente la densité de végétation sur mon exploitation. Une autre fonctionnalité de la plateforme FarmBeat, ça va être la partie règles ou les alertes. Donc ça va être de définir des règles qui permettent de notifier des exploitants s'il y a un souci. Par exemple, une règle très simple, ça va être la température. C'est dire si la température est supérieure à 25, alors alerte des exploitants sur le terrain. Donc, pour la suite, c'est que toutes ces données-là sont disponibles via une API. Donc, ces données-là aussi, on peut les utiliser pour vraiment proposer un tableau de bord de suivi des exploitations. Mais vous pouvez également utiliser cette API pour développer une application mobile ou une application web pour justement les exploitants. Pour ma démo, je vais vous montrer un tableau de bord de suivi d'une exploitation. Donc, sur ce tableau de bord, bien évidemment, je peux voir mon exploitation avec les différentes parcelles. On a aussi un code couleur selon l'humidité du sol. Si je choisis une parcelle, ça va filtrer sur les données et alors je peux suivre par exemple la température et l'humidité tout le long au fil du temps. Donc là, je peux voir sur les différentes dates et l'évolution. Je peux également voir d'autres métriques ou d'autres mesures, type la pression, l'humidité.
Sur un tableau de bord, ce qui va être intéressant également, c'est de proposer des recommandations. Donc là, sur cette vision, c'est de proposer, selon les données qu'on a, pour les différentes parcelles, c'est de proposer des dates pour l'irrigation, pour faire l'irrigation, pour les engrais, et également, du coup, voir l'historique des mesures, mais également essayer de prédire le futur. On peut également avoir une vision vraiment par device ou par capteur. Donc là, si je choisis un, un- un objet bien précis, c'est d'être capable de voir vraiment l'évolution d'une mesure. Donc là, par exemple, c'est la température, et de rentrer un peu plus dans le détail des mesures. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est vraiment une vision de la filière végétale. Ça veut dire qu'on a des fermes. Sur l'agriculture, on a aussi un autre volet qui est la filière animale. Ça veut dire que ça va être plutôt des élevages. Et là, et sur cet exemple-là, c'est des élevages de poulets. Et là, on peut avoir des visions d'hangars où on positionnerait des capteurs ou des objets connectés à l'intérieur de ces hangars pour récupérer des données et suivre des mesures d'environnement. L'enjeu pour cette filière animale, c'est bien évidemment le bien-être animal. Donc là, c'est dire si la température est supérieure à un certain degré, on ne respecte plus les conditions euh, animales, et de justement faire des actions très rapidement pour améliorer les conditions. Donc là, si je filtre sur un hangar en particulier, donc là, je peux suivre les différentes mesures. Une autre possibilité, c'est également, selon ces métriques-là, c'est d'adapter l'alimentation. Donc ça permet également de donner vraiment des actions, heu, justement aux exploitants, de recommander des actions aux exploitants, pardon. Hop, je vais revenir à la présentation, et pour résumer un peu les fonctionnalités qu'on vient de voir, sur la démo, c'est que ce qu'on a vu, c'est comment ajouter une ferme avec une carte, ou avec un fichier JSON, pardon. Donc globalement, c'est comment rajouter une ferme en géolocalisant cette ferme avec les différentes parcelles. C'est d'être capable de suivre l'état des différentes parcelles, tout en utilisant les données au sol, mais également utiliser les différentes images satellites. D'ailleurs, sur cette solution, elle est capable, en tout cas, la solution est capable d'intégrer également des images de drones. C'est de suivre l'état de la ferme, donc à l'aide de différents indices, donc soit des indices de végétation ou des indices d'hydrométrie. Également de proposer des actions aux exploitants. Euh, Donc, on vient de voir la démo sur ce domaine-là, Smart Agriculture. Pour la suite, j'aimerais te faire un focus sur la partie sécurité. Donc, sécurité d'une solution IoT au sens large, puisqu'il y a un vrai enjeu sur ce sujet-là. Tout d'abord parce que pour les particuliers, il y a vraiment une méfiance par rapport au respect de la vie privée, au respect de l'utilisation des données personnelles. Et justement, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une amplification aussi des attaques, puisque d'un côté, l'élaboration d'une attaque devient de plus en plus facile. Je pense particulièrement à l'utilisation des moteurs de recherche spécialisés comme Shodan, qui permet de répertorier tous les produits connectés qui sont vulnérables. Et de l'autre côté, c'est que ça reste quand même complexe de sécuriser toute une chaîne ou toute une solution IoT de bout en bout. Donc, tout ça pour dire que les risques de sécurité sont effectivement une réalité. Quelques exemples d'attaques qui ont été médiatisées sur ce domaine-là de l'IoT, bah, il y a eu les botnets qui attaquaient des objets connectés. Un des plus connus, c'est Mirai Botnet. Euh, et en fait, celui-là, il attaque particulièrement les objets connectés, et il utilise les objets connectés pour faire des attaques DDoS. Donc, par exemple, OVH a été attaqué avec cette méthode. J'ai listé également un certain nombre de failles sur les caméras. Donc là, j'ai listé, c'est pas exhaustif, et j'ai listé que les attaques qui ont été réalisées sur 2019, donc sur différents fabricants.
Il y a eu Ring aussi, où des chercheurs ont trouvé plusieurs failles, une d'ailleurs qui exposait les mots de passe du réseau Wi-Fi. Et moi, particulièrement, une attaque qui m'a marqué, c'est celle de la Nissan Leaf, une attaque qui a été réalisée par des chercheurs en 2016, où ils ont partagé une vidéo YouTube que je vous invite à regarder, où l'attaquant était en Australie et il exploitait une API vulnérable. Il prenait le contrôle sur un véhicule qui était chez un autre chercheur qui était en Angleterre. Bien évidemment, il y a énormément d'autres exemples. Et la complexité justement de sécuriser une chaîne IoT, c'est que autant les devices, en tout cas la partie hardware est attaquée, autant la partie plateforme, autant la partie autant les applications ou les API. Justement, c'est ce qui ressort sur le OWASP Top 10 des vulnérabilités IoT, où c'est un organisme en 2018, un organisme indépendant qui s'intéresse aux sujets les sujets de sécurité. Il partage les 10 plus grandes failles. Et on remarque que finalement, sur les 10, c'est que c'est toute la chaîne qui est attaquée. Donc, on a vraiment des portes, en tout cas des. En fait, il faut sécuriser vraiment l'ensemble de la chaîne. Et c'est ça où la proposition aussi d'Azure, c'est de proposer des outils pour sécuriser l'ensemble de la chaîne. Donc, autant la partie device, donc avec de l'authentification forte au niveau des devices IoT. Également, la possibilité de rajouter ce qu'on appelle un hardware sécurité element, donc un composant électronique qui permet de sécuriser le hardware. Donc, soit en le rajoutant, soit en utilisant, donc en le rajoutant sur votre carte à vous, soit en utilisant Azure Sphere. Il y a aussi des outils vraiment pour sécuriser après la communication qui va se faire entre ces produits-là et le cloud. Donc là, il y a des certificats, il y a du TLS, il y a beaucoup de méthodes qui permettent de sécuriser vraiment la partie communication. Puis, il y a des outils pour sécuriser vraiment la partie plateforme. Donc autant la partie processing, donc la partie traitement des données, autant la partie stockage. Donc Azure propose vraiment beaucoup d'outils pour avoir une sécurité vraiment de bout en bout. De plus, utiliser ces outils-là, ce n'est pas suffisant. Il faut également surveiller, monitorer la sécurité. Et pour cela, Azure propose Azure Security Center for IoT. C'est vraiment un tableau de bord de surveillance de toute la chaîne IoT. Donc, autant la partie cloud que la partie device. Sur la partie device, pour l'utiliser, il faut rajouter un agent donc qu'on met sur le firmware de l'objet. Et sur toute la chaîne, on va avoir des informations, des logs, et Azure Security Center for IoT va analyser toutes ces données-là pour essayer de trouver des comportements frauduleux ou suspects et vous remonter des alertes et des recommandations. Le but, c'est, si on détecte quelque chose, c'est d'intervenir rapidement. Un mot de la fin, c'est j'aimerais pour ma part vous partager ma vision des facteurs clés de réussite d'un projet IoT. Donc, premièrement, c'est la proposition de valeur. Si vous lancez un projet IoT, bien évidemment, il faut vraiment bien réfléchir sur le cas d'usage, sur le besoin des utilisateurs ou le besoin des entreprises. Surtout que justement, démarrer par vraiment réfléchir sur la proposition de valeur va vous aider également à faire des choix technologiques par la suite. Le deuxième point, c'est vraiment être vigilant sur le passage du POC à l'industrialisation. Donc POC pour Proof of Concept. Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup de projets IoT restent au niveau du niveau POC et on ne les généralise pas. Pourquoi? Ça rejoint un petit peu le troisième point, c'est qu'assez souvent, on ne prend pas forcément en considération les coûts d'industrialisation, les coûts des objets, les coûts du cloud. Exemple typique, c'est qu'on va prendre un objet qui est vraiment cher, qui a des capacités hardware pour faire énormément de choses. Par contre, sur une démarche pour le commercialiser ce produit, on va retrouver avec des coûts qui sont importants et du coup un modèle économique qui n'est pas forcément viable.
Le quatrième point, c'est que, comme vous l'avez vu, c'est que l'IoT, c'est un regroupement de beaucoup d'acteurs et beaucoup de compétences. Donc, pour réussir un projet IoT, c'est de réussir également à faire travailler tous ces acteurs-là ensemble. L'autre point, c'est vraiment de bien choisir son architecture technique. Donc, sur autant la partie hardware que la partie cloud. Et bien évidemment, vous aurez plusieurs possibilités sur la partie cloud. Par exemple, faire un choix entre faire votre solution sur mesure avec les services PaaS ou choisir IoT Central pour avoir une approche plus SaaS. Et le dernier point, pardon, c'est prendre en considération la sécurité et la prendre en considération dès le début et sur toute la chaîne de votre solution. Euh, je vous partagerai également quelques liens vraiment utiles si vous voulez lancer votre projet IoT. Le premier lien, c'est une lecture très intéressante, pas forcément technique, mais très intéressante pour comprendre vraiment toute la chaîne de valeur IoT. C'est un livre blanc qui a été écrit par plusieurs personnes. Par la suite, je vous partagerai des liens sur du coup plus l'architecture de référence IoT proposée par Microsoft Azure, une étude qui a été faite par Microsoft qui s'appelle IoT Signals, qui est une étude auprès de 3000 entreprises à travers le monde. Et bien évidemment, le lien Azure IoT pour vraiment avoir, c'est le point central de toute la documentation de l'offre Azure IoT. Dernier point avant de passer aux questions, c'est que, une dernière recommandation, c'est, une formation si vous voulez aller plus dans les détails d'implémentation, avec Azure, IoT Hub, su je vous propose, une formation LinkedIn Learning qui va vous montrer vraiment les étapes, pour construire et implémenter votre solution IoT et surtout la partie, plateforme cloud. Bon, merci beaucoup pour votre attention et je ne sais pas s'il y a des questions?